Comme une évidence, le podcast des gens qui changent de vie ou peut-être des gens qui adaptent leur vie à leur envie. Découvrez ici les témoignages de personnalités dont l'activité est publique et à laquelle vous pourrez accéder facilement via les liens mis à disposition dans chaque épisode. Leurs témoignages introspectifs sont aussi des occasions de partager des aspects pratiques et documentés de leurs expériences. Quelle formation a-t-il suivi ? Comment s'est-elle rémunérée ? Comment a-t-il concilié vie perso et transition professionnelle ? Vous entendrez, j'en suis certaine, des parcours inspirants pour peut-être vous aussi, un jour, adapter votre vie à votre envie. Dans cet épisode, j'aimerais vous faire découvrir le parcours d'Alison Thirion. Aujourd'hui céramiste reconnue, hier chargée de publicité. J'ai discuté avec Alison dans une maison près de Bordeaux. Nous nous sommes enfermés dans une pièce à part et nous avons parlé de ses études et de son premier métier, de son envie d'autre chose, de sa rencontre avec la céramique et de la ténacité dont elle a dû faire preuve pour adapter sa vie à cette passion. Un témoignage personnel et aussi pragmatique pour partager son expérience de la façon la plus précise mais aussi la plus utile. Ah oui, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre les bruits de la maison au loin. La vie continuait autour de notre échange, égale à elle-même, dense. J'ai fait des études de commerce et management. Donc j'ai une licence en management de projet. J'ai commencé un master en communication et je faisais mon alternance chez TF1 au service pub. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 1 an, je crois. Je ne suis pas allée au bout de mon master puisque déjà à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions en fait sur mon avenir professionnel et je me disais déjà, je pense à ce moment-là, que j'avais pas forcément emprunté la voie qui me ressemblait le plus, mais voilà, vu que j'aime bien faire, j'aime bien aller au bout des choses, du coup je me suis un peu accrochée, mais je sentais que c'était pas ça, quoi. Donc j'ai arrêté en cours de route, et puis j'ai bossé un petit peu, je suis partie en Angleterre un petit peu, où là en plus je faisais un job, j'étais serveuse, mais en fait j'ai rencontré plein de gens qui faisaient ça comme boulot alimentaire, mais qui avaient du coup des pratiques, enfin voilà, il y avait des musiciens, il y avait une fille qui faisait des bijoux et qui du coup pour gagner leur vie était serveur et serveuse. Donc finalement un contact avec des gens qui avaient une pratique artistique et créative beaucoup plus que finalement dans la pub, alors que j'avais fait ça pour ça. De retour en France, TF1 me repropose un petit CDD, donc j'accepte. Je me dis c'est cool, ça me permet de revenir, voilà. Et à la suite de ce CDD, on me propose donc un job en CDI, donc dans une des filiales de TF1 à ce moment-là, Eurosport. Et je me dis, bon, écoute, un CDI, ça veut pas dire que c'est pour toute la vie. Finalement, c'est mon premier job, j'ai fait mes études là-dedans, c'est cohérent. Et en plus, c'était en 2008, je crois, et c'était le moment où il y avait la crise. Enfin, j'ai un souvenir comme ça de crise et c'est un CDI, tu peux pas refuser. En plus, c'est quand même une super boîte et tout. Et du coup, je me dis, bon, je suis assez raisonnable. Et je me dis, encore une fois, voilà, ça me permettra d'avoir mon premier petit appart. Je revenais d'Angleterre, tout ça, j'avais envie d'être un peu indépendante. Et voilà, donc je signe ce CDI chez Eurosport. Je m'installe donc à Paris à ce moment-là. Et c'était quel job en fait ? Alors j'étais chargée de pub, donc chargée... en fait, je faisais du média planning télé. Mais c'est vrai que je sais pas, à cet âge-là, t'as envie aussi de te faire un peu ton trou, puis t'as envie de... Je sais pas, je me dis que les perspectives à ce moment-là et même mes objectifs, en fait, c'était pas les mêmes. J'avais envie d'avoir mon premier appart, j'avais envie d'avoir mes premiers salaires, je sais pas, j'avais envie de voyager, tout ça. Finalement, presque être heureuse dans mon boulot, c'était... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était pas un sujet, en fait. C'était presque secondaire et le travail, c'était un moyen de pouvoir faire tout le reste ? Ouais, je pense. Ouais, je l'avais plutôt envisagé comme ça. Même si dans un coin de ma tête, je me suis toujours laissé une petite porte ouverte en me disant je ferai peut-être un jour autre chose qui me plaît vraiment. Mais un peu comme un petit rêve, un petit fantasme, des gens qui se disent un jour je ferai ci ou je vivrai comme ça. Ou... Je m'étais même dit quand je serai vieille et que j'aurai plus besoin de travailler, et je sais pas, j'aurai un atelier, je ferai de la peinture, pas de la céramique à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'avais pas encore fait la rencontre avec cette matière, mais j'avais vraiment imaginé les choses
comme après en fait ma vie professionnelle, comme si c'était pas quelque chose de compatible en soi au départ. Et combien de temps alors t'as fait ce métier de chargé de production? Et ben si on compte TF1 plus Eurosport, j'ai dû faire ça pendant 5-6 ans. Ouais. Et j'ai arrêté en 2015. En fait, je crois que je commençais à sentir vraiment que je saturais de mon boulot. Parce que plein de raisons. Déjà, le fait que dès le départ, je pense que j'étais quand même pas convaincue par cette voie-là. Et puis, parce que les années faisant, je me suis aussi, moi, un petit peu découverte. Et voilà, la maturité peut-être. Et voilà, le fait d'avancer un petit peu. Je sais pas, j'ai commencé à rencontrer un peu l'ennui. J'ai commencé à rencontrer un problème même un petit peu éthique, honnêtement, sur le fait de travailler dans la publicité. Je sais pas, en fait, je pense que je commençais un peu à cheminer vers moi-même, à découvrir, à me laisser un peu découvrir des choses sur moi, à m'autoriser à me découvrir. Et puis voilà, du coup, ça a commencé par d'autres choses. Ça a commencé par une transition vers le végétarisme, une envie un peu de me mettre au vert, de quitter Paris, tout ça. Donc ça a commencé à être un projet commun de famille. Et puis est très vite venue en fait cette idée de faire un boulot qui me correspondait plus et dans lequel je me sentais plus moi-même. Donc quand j'ai commencé à me mettre cette idée dans la tête, je crois que ça... Après, j'avais vraiment du mal à retourner bosser et faire ce que je considère moi un peu comme si de rien n'était, comme si je vais faire toute ma vie comme ça, c'était plus possible en fait. Donc vu que j'avais déjà commencé à avancer un peu, à amorcer le truc dans ma tête, après il a fallu que je prenne une décision. Donc j'ai quitté Eurosport grâce à une rupture conventionnelle à l'époque. Donc t'es allé voir ton employeur en leur disant je vais arrêter? Au début, c'était plutôt je vais bouger dans la boîte pour essayer de voir si ça peut me donner un nouveau souffle, si je peux du coup quitter la pub, puisque ça me gênait aussi un peu à ce moment-là. Peut-être pour rejoindre plus l'antenne, vu que c'était une chaîne de télé, il y avait aussi plein d'autres possibilités. Et puis ça s'est pas fait. Donc voilà, donc je me suis retrouvée au chômage en me disant maintenant à moi de me bouger, de voir. Donc j'ai commencé à prendre des cours de loisirs en fait, pour faire de la céramique, donc poterie en cours du soir. T'as choisi ça par hasard? Alors par hasard oui et non, parce qu'en fait pendant que j'étais chez Eurosport, j'ai toujours fait plein de trucs en fait, même en marge de mon boulot. C'est-à-dire que quand j'ai commencé chez Eurosport, j'écrivais des petits articles en fait pour un webzine qui s'appelait Le Cool. Et c'était un webzine qui, en fait, on proposait toutes les semaines des sorties, des expos. Donc c'était une sorte de petit guide. D'ailleurs, je crois que ça s'appelait Le Cool, le guide de Paris alternatif ou un truc comme ça. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite j'ai j'ai co-créé un webzine avec une copine pour lequel on faisait de l'illustration, un peu de vidéo, plein de choses finalement. On avait fait un peu de photos. Donc en plus de mon boulot, j'avais quand même déjà un truc un peu perso que je développais comme ça. Et puis je prenais des cours du soir aussi à l'école Boulle en peinture et en expression plastique. Et du coup, je sais pas, j'avais envie à ce moment-là de rentrer dans la matière, de faire quelque chose de nouveau. Je sentais que je stagnais un peu dans ma pratique artistique et j'avais besoin de faire quelque chose de nouveau et de tester le volume en fait. J'avais envie de mettre un peu les mains dedans, je sais pas, j'avais besoin de me connecter aussi à un truc. Et donc voilà, donc j'ai pris des cours de loisirs, donc à l'atelier Terre d'Issy, à Issy-les-Moulineaux. Et en fait, j'ai adoré quoi. Je pensais qu'à ça, j'avais que ça en tête. En plus, c'était quand même, c'est vrai, un moment où, comme j'avais quitté Eurosport, je me sentais pas super bien parce que je me disais est-ce que j'ai bien fait ou pas, je sais pas, est-ce que c'est pas un caprice, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que j'aurais pas dû... Enfin voilà, je me posais beaucoup de questions. Et c'est vrai que ce contact avec la Terre, je me suis tout de suite dit waouh, c'est fou, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, c'est dingue, c'est trop bien quoi. Donc ça m'a fait vachement de bien, j'étais vraiment motivée. Je me suis dit, je fais ça. Je vais faire une formation, je sais pas, j'étais vraiment à fond à ce moment-là. T'as quitté le doute pour la résolution.
Ouais, un peu, tu vois. Pourtant, c'était pas une vocation, quoi. J'ai pas fait de la poterie petite. J'avais jamais pensé à ça avant de prendre des cours. Et ouais, c'était vraiment comme une évidence. Mais ce qui est rigolo, parce qu'avec plein de gens qui font de la céramique maintenant, parce que c'est un métier dans lequel on se reconvertit pas mal. C'est vrai que c'est rare les gens qui ont toujours fait que ça depuis toujours. Et ben la plupart, c'est un appel en fait vraiment de la terre. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais et c'est une évidence quoi. J'ai rencontré une matière et tout d'un coup je me suis dit waouh, c'est ça en fait. C'est comme ça que j'ai envie de m'exprimer. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc finalement, c'est vrai que c'est une reconversion, parce que c'est ça, en fait, dans la définition, c'est je me suis formée pour faire autre chose. Mais c'est vrai que dans la reconversion, il y a un aspect, je trouve, très professionnel, alors qu'en fait, moi, c'était vraiment j'adaptais, en fait, mon boulot à ma vie et à ce que j'étais à ce moment-là, parce que ça correspondait plus à ce que j'étais 5 ou 6 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il fallait moi, j'avais évolué, je sentais que j'étais voilà, dans un moment, un peu dans un virage personnellement. J'avais besoin que ça suive aussi au niveau de mon boulot. J'avais besoin d'être plus cohérente avec moi-même, quoi, avec mes convictions, avec mes aspirations, je sais pas, avec mes projections aussi, peut-être, de ce que je voulais que soit ma vie à ce moment-là. Autant je comprends cette connexion que tu décris avec la rencontre avec la matière, justement, comme tu le dis. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, bah, du coup, alors je sais pas, que je vais en faire mon métier. Ça va être mon quotidien, en fait. Ouais, j'en étais pas sûre du tout au départ. Tout ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, j'en avais une envie vraiment sincère et profonde. C'était la première fois que je me disais, c'est ma place et il faut que j'essaye. Parce que si j'essaye pas, je sens que je peux passer à côté de quelque chose, en fait, et à côté de moi aussi. Donc, du coup, voilà, c'était pas, il y avait aucune certitude à part je suis à ma place pour une fois et du coup, je vais essayer d'aller au bout de ça, quoi. Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais 2 ans de chômage devant moi, donc ça paraît un peu simple, mais c'est tout à fait honnête. J'avais pas d'autres sources de revenus que le chômage, donc du coup, ben, c'est ce qui m'a donné cette liberté-là. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai 2 ans pour tester. Et si ça marche pas, ben, je ferai autre chose. En fait, je crois que le fait aussi de m'être autorisée à un moment à me dire, t'as le droit de faire autre chose, t'as le droit de changer. Comme je m'étais dit en 2008 ou 2009 quand j'ai signé mon CDI en me disant, c'est pas parce que c'est un CDI que c'est pour toute la vie. Et ben, j'ai réussi à me dire encore à ce moment-là, ben, si ça marche pas, ce sera autre chose. Donc il y en a qui m'ont dit waouh, c'est courageux et tout, mais en fait j'ai pas du tout eu l'impression de faire preuve de courage à ce moment-là, parce que je sais pas, c'était presque, je sais pas, un peu vital, fallait le faire, quoi, tu vois, je sais pas, fallait le faire. Donc du coup, bah j'avais aucune certitude, hein, et puis j'ai pas eu de financement en plus pour la formation, ça s'est absolument pas du tout passé comme je voulais. Non, mais justement, c'était ma question, c'est du coup, concrètement, une fois que tu as pris cette décision, ou qu'elle elle est apparue un peu comme une évidence, comme tu le disais tout à l'heure, assez joliment d'ailleurs, je pense que c'est une terminologie qui fait écho. Donc, concrètement, comment tu as fait? Donc, tu as le chômage, tu commences à faire cette formation à Issy-les-Moulineaux. Enfin, c'est pas des formations à ce moment-là, c'est un cours que tu prends en loisir. Exactement, ouais, cours en loisir, donc cours du soir, donc c'était 3 heures par semaine. À ce moment-là, du coup, ben, avec les profs, je discute justement de cette envie-là, on va dire de cet élan en fait, parce que je pense que les gens que tu rencontres aussi à ce moment-là, ça joue beaucoup, parce que c'était, je pense, des gens qui ont compris mon envie, ma motivation, qui ont su voir mon potentiel, parce que c'était des gens qui étaient déjà dans le milieu, qui donnaient des cours, mais qui aussi avaient une pratique et tout ça. Donc qui m'ont un peu poussé aussi, tu vois, en me disant, bah essaye, enfin tu vois, voilà. Donc ça m'a donné un peu confiance, et ça m'a donné envie d'essayer. Donc concrètement, j'ai demandé auprès du Pôle emploi, puisque c'était à ce moment-là, j'étais au Pôle emploi, donc comment ça se passait pour un financement. Donc j'ai monté un dossier, tout ça, qui a été refusé, puisque en fait Pôle emploi finance des formations, si c'est des secteurs d'activité qui recrutent et tout ça, en fait ils ont quand même des contraintes
c'est vrai qu'à ce moment-là, alors aujourd'hui je sais pas du tout comment ça peut se passer parce que je sais que finalement la céramique est devenue peut-être peut-être un secteur qui se développe. Mais en tout cas, en 2015, ils m'ont regardé quand même avec des yeux ronds, genre, mais vous allez faire quoi, des pots? Mais pourquoi? Donc ça n'a évidemment pas fonctionné, donc je me suis tournée après auprès de plusieurs organismes de financement. J'ai fini par abandonner cette option-là, et j'ai pioché un petit peu dans l'école quelques modules de cours. Et puis j'ai eu la chance donc à ce moment-là de rencontrer ce prof, donc Grégoire Scalabre, qui montait son atelier avec son associé à ce moment-là, Pia van Petegem, un atelier au Kremlin-Bicêtre. Et du coup, en gros, il voulait proposer une formule un petit peu de résidence, voilà, de gens qui étaient déjà soit formés, soit en formation, ou voilà, un truc un peu, peut-être un peu hybride. Et je suis arrivée à ce moment-là, et j'ai commencé à pratiquer en fait et à apprendre avec eux dans l'atelier. Donc ce qui était vraiment super, déjà parce que j'étais seule avec eux. Donc du coup, je ne pouvais pas me comparer aux gens dans la formation, donc du coup, j'ai tout donné, parce que je me disais, ils ont 40 heures de cours par semaine, donc il va falloir que je charbonne. Donc j'ai vraiment, j'ai tout donné, donc ça m'a permis moi aussi, de me confronter à mes propres limites et d'essayer de les dépasser, etc., sans me comparer aux autres, en fait, et d'avoir vraiment juste mes attentes à moi. Et puis aussi d'être vraiment dans la vie de l'atelier, donc d'être dans un cadre hyper privilégié pour apprendre. J'ai passé mon CAP en candidat libre, ce qui est absolument pas nécessaire pour pratiquer, hein, ni pour donner des cours, ni pour avoir sa propre production, son propre atelier et tout ça. Mais ce qui, moi, à ce moment-là, me permettait d'avoir... alors déjà, me sentir peut-être plus légitime. Alors, ça peut servir, par exemple, si tu veux t'inscrire aux ateliers d'art de France ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment le petit bonus. Mais moi, ça me permettait aussi d'avoir une échéance et me dire, ok, donc à la fin de la première année, j'ai mon CAP, ça me laisse un an derrière à la fin de mon chômage pour... voilà, ça, c'était le côté un peu pratique, mais je sais pas, ça me permettait d'échelonner aussi un peu le truc. Voilà, à telle date, ma formation se termine, j'ai mon CAP, et voilà, d'essayer d'être un petit peu organisée finalement dans mon truc. Et puis petite résidence donc dans l'atelier où j'avais été formée de 6 mois pour démarrer en fait, en gros, avoir un petit laboratoire de création, les équipements et tout avant de m'installer, et puis ensuite un peu lancer dans le bain pour commencer. T'as eu l'impression d'avoir beaucoup travaillé à ce moment-là? Ouais, vraiment. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup travaillé, et en même temps ça me paraissait normal. J'avais l'impression de travailler sans travailler en fait. Je travaillais, c'est sûr que oui, c'était beaucoup, et c'était très intense, et en plus c'est un métier d'artisanat, donc c'est vrai que il peut y avoir un peu le fantasme, surtout dans la poterie, c'est voilà, c'est sensuel, c'est joli, tu vois, il y a le contact avec la matière. Sauf qu'en réalité, c'est aussi un métier d'artisanat, donc c'est aussi soulever des gros pains de terre, recycler de la terre, défourner, donc d'être penché sur ton four, c'est aussi des fours qui fonctionnent pas, donc on est loin en fait du fantasme de ce que ça peut représenter. Donc c'est aussi tout ça qui s'apprend, et puis t'as les mains dans l'eau tout le temps. Enfin tu vois, c'est vrai que c'est des petites choses en fait auxquelles on pense pas tout de suite. Enfin moi ça m'a jamais gênée, mais c'est vrai que quand tu fais un boulot derrière un bureau pendant des années, là tu te rends compte que tu utilises aussi ton corps. C'est complètement différent. Donc oui, te faire 40 heures par semaine dans un bureau, c'est pas du tout pareil que 40 heures dans un atelier. Donc c'était très intense. Et en même temps, c'était super, quoi. C'était vraiment, c'était vraiment chouette. De réapprendre quelque chose, même si j'étais jeune, hein, j'avais tout juste 30 ans, donc c'était pas non plus... je sortais d'école depuis pas très longtemps, mais oui, se remettre en situation comme ça, d'apprendre quelque chose de nouveau, s'autoriser à se planter, à prendre le temps, puis à avoir un autre rythme, quoi. T'es plus du tout dans dans la performance, faut aller vite,
Et ben là, t'es face à une matière, face à un truc qui fait que t'es dans un... Ouais, vraiment dans une temporalité complètement différente. Donc tout réapprendre en fait, au-delà du geste, au-delà du corps et tout, tu réapprends aussi à t'organiser, à prendre le temps et en même temps, voilà, enfin c'est... Ouais, c'était très intense. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup travaillé pendant cette phase-là. Je pense qu'il faut être préparé aussi quand on change de vie, euh, surtout pour quelque chose dans lequel on va... Enfin, on le fait parce qu'on l'aime, donc on va s'investir. Et ouais, je me dis heureusement qu'à ce moment-là, j'étais 100% dédiée à ça, parce que ça aurait été presque un crève-cœur de devoir faire autre chose en plus. J'avais besoin d'être tout le temps dedans, quoi. Je te dis, des fois, je me réveillais la nuit, j'en faisais des rêves. C'était que ça, quoi. Tout le temps que ça. Ça prenait toute la place. Donc en fait, je travaillais, même quand j'étais pas dans l'atelier, j'avais quand même soit des idées de pièces, soit... c'était toujours un petit peu en fil rouge tout le temps. Ouais. Je me demandais comment tu avais trouvé le moyen de mener ce changement, de mener à la fois ta vie personnelle, familiale et professionnelle en cours, mais en l'occurrence, effectivement, tu avais arrêté de cette partie-là, mais voilà, de combiner un peu tous ces aspects-là et d'intégrer cette évolution avec tout ça, parce que par ailleurs, ta vie a continué d'évoluer, en fait. Dès que j'ai passé mon CAP, que j'ai fait cette résidence de 6 mois, pareil, j'avais besoin d'avoir cette échéance-là, donc je me suis fixé une première vente quelques mois après, en me disant comme ça, je suis obligée de sortir un truc. J'ai postulé donc à plusieurs... Enfin, j'avais postulé à un festival donc, auquel j'avais été acceptée. Donc j'ai commencé comme ça, en faisant quelques ventes, donc en étant vraiment à fond. Donc je vivais dans l'endroit où je créais, j'étais dedans tout le temps, quoi. Donc ça, c'était exactement en fait comme moi j'ai besoin de fonctionner, c'est-à-dire que c'était que ça, et c'était très bien, tout le temps où j'étais à fond là-dedans. Et puis je suis tombée enceinte, donc j'ai eu, donc ma famille s'est agrandie, j'ai eu ma petite fille, et donc j'ai décidé de prendre quelques mois pour m'occuper d'elle, parce que je savais que je pourrais pas être 100% dans mon boulot et pas 100% avec elle. Et du coup, j'avais du mal, à ce moment-là, j'ai eu du mal à choisir, évidemment. Donc, du coup, je l'ai choisie, elle. Et puis ensuite, donc elle est arrivée fin 2018. Et l'idée, c'était donc de venir s'installer à Bordeaux et de monter un atelier à Bordeaux, tout ça. Donc ça a commencé comme ça, en fait. Et puis, les choses ont pris un peu de temps. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, début 2020. Rien ne s'est passé comme prévu, tout a pris du temps, et puis du coup ma pratique en fait, mes créations, ma pratique personnelle est vraiment restée en sommeil finalement pendant tout ce temps-là. Et par contre j'ai continué à donner des cours, parce que c'est ce que je faisais déjà de façon peut-être un petit peu plus ponctuelle, mais ce que je faisais déjà à Paris quand je me suis lancée. J'avais commencé aussi à donner des cours qui venait d'ailleurs, ça venait vraiment en parallèle de ma pratique, mais j'avais vraiment beaucoup plus de place pour mes créations, et je faisais un petit peu de cours à côté. Et puis du coup, en arrivant à Bordeaux, c'est la partie cours qui a pris le plus de place. Donc c'est comme ça que j'ai réussi finalement à garder, un pied, enfin des mains plutôt, les mains un petit peu dans la terre, et à avoir du coup ce côté vie de famille à côté. Et disons que l'équilibre, pour l'instant, pour moi, n'est pas encore trouvé. Parce que voilà, ça s'est fait comme ça, et c'est aussi des choix, évidemment. Je ferais exactement les mêmes si je devais les refaire aujourd'hui. Et là, l'idée, il y a le projet d'avoir un atelier pour reprendre la partie création et production pour moi. Peut-être que tu ne seras pas céramiste de ta vie, en fait. C'est ça. Écoute, je me vois bien, comme je disais tout à l'heure, quand je serai vieille, je ferai des trucs... je me vois bien vieille avec un petit atelier, faire mes pots et mes peintures, et ça me plaît toujours, en fait. Mais je sais aussi que peut-être qu'avant d'arriver jusque-là, il y aura peut-être d'autres choses. Et je me dis aujourd'hui que c'est ok,
et je suis prête. Et en fait, tu vois, par exemple, cette aventure de la maternité, l'aventure de la maternité, pour moi, c'est une aventure en soi, et je l'ai vécue comme si ma personnalité s'adaptait, comme si, encore dans cette idée de vivre à 100% le truc, mais voilà, ça fait partie d'un truc que je voulais faire à fond, et je l'intègre dans ma vie comme j'ai intégré cette rencontre avec la céramique, comme j'intègre cette rencontre avec ma fille, comme demain je peux avoir une rencontre avec, je sais pas, autre chose. Et en fait, voilà, c'est... Je crois que c'est ça, c'est presque plus qu'un métier, c'est vraiment des moments en fait de ma vie. C'est pour ça que reconversion, presque le mot, c'est bien sûr, c'est ça en fait, c'est la définition de ce que j'ai fait. Mais je me reconnais pas là-dedans dans le sens où je me suis reconvertie parce que fallait que je fasse autre chose. C'était en fait, je pense que ma vie perso, elle est... Enfin, je sais pas, c'est tellement lié en fait à ce que je fais dans ma vie pro que je peux pas séparer en fait. Ce qu'on m'a pas du tout raconté, c'est qu'effectivement, après ta formation, tu te lances, tu fais une première série de céramique. Ouais. Et qu'en fait, ça fonctionne très bien pour toi. Ouais, c'est vrai que, alors pour le coup, je pense que... Alors j'ai beaucoup travaillé pour, hein, donc évidemment, mais je pense que je suis arrivée aussi au bon moment, où la vague, en fait, elle était tout juste montante, et que justement, alors que quelques temps avant, on se disait, mais c'est quoi la céramique, enfin, pourquoi ? Et moi, je suis arrivée au moment où on se disait, ah bah tiens, c'est vrai que c'est sympa. Donc maintenant, évidemment, c'est vrai que tous les créatifs ont envie de faire la céramique parce que c'est une matière géniale, qu'il y a des ateliers qui commencent à ouvrir un peu partout. Donc ça a pris une dimension complètement différente. Mais je pense que je suis arrivée aussi au moment où ça commençait à attirer un petit peu, plus en tout cas, parce qu'il y a toujours eu évidemment, il y a toujours eu des passionnés, il y a toujours eu des potiers, toujours eu des céramistes partout en France, dans le monde. Mais c'est vrai qu'en France, c'était, voilà, il y avait un côté un peu désuet ou un peu associé, voilà, au côté soit les années 80, soit le bon potier du Larzac avec sa peau de mouton. Et il n'y avait pas ce truc très contemporain, ou si en fait il y avait déjà, mais c'était vraiment pour les initiés ou pour les amateurs de céramique, pour les collectionneurs, parce que ça il y a toujours eu. Mais le fait que ça devienne grand public, on va dire, ça a vraiment ça a commencé un petit peu à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup bossé parce que j'en avais envie et que j'avais besoin, justement, j'avais cette urgence créative. Et en même temps, c'est arrivé au moment justement où ça commençait à intéresser un peu les gens. Donc oui, ça a bien marché et c'est cool parce que je pense que ça m'a donné confiance et j'en avais besoin à ce moment-là. Je pense que si ça avait fait un flop monumental, ça m'aurait peut-être ralenti un peu aussi. Mais là, le fait que je fasse des choses qui vraiment me ressemblent, me tiennent à cœur, et que ça rencontre en plus un public de gens qui me disent c'est chouette ce que tu fais, et ça m'a... Voilà, c'est vrai que c'est galvanisant, c'est gratifiant, et c'est encourageant, quoi. Donc ça m'a confortée dans l'idée que j'avais fait le bon choix à ce moment-là. Quels sont les traits de ta personnalité ? On en a parlé un petit peu, mais quels sont ceux qui t'ont aidé justement dans ce changement de vie ? Je crois que peut-être je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'impulsivité, mais mon côté, une fois que j'ai une idée dans la tête, je vais aller jusqu'au bout du truc en fait. C'est vrai que j'ai un côté, je pense, volontaire et un peu, comment dire, je m'accroche au truc quoi. J'ai envie que ça marche, donc je vais jusqu'au bout des choses. Donc ça c'est sûr, parce que je me suis pas découragée alors qu'il y avait pas mal de choses en cours de route. Alors, le financement qui fonctionne pas, je sais pas, le fait de faire des allers-retours du coup au Kremlin-Bicêtre alors que j'étais dans les Yvelines, je faisais quasiment 1h30 le matin, le soir dans les bouchons pour y aller, ça aurait pu être décourageant, mais rien du tout en fait, il y avait rien qui altérait ma motivation à ce moment-là parce que j'étais tête baissée, alors je sais pas, peut-être que je suis bélier donc je fonce. Donc ça je pense que ça a aidé.
D'un autre côté, et bon, c'est un peu contraire, mais je pense peut-être ma patience aussi, parce que je sais attendre, on va dire, encore une fois, c'est quand je veux quelque chose, je veux que ce soit bien fait, donc je suis ok pour prendre le temps pour que ce soit bien fait en fait. Et puis, je sais pas, peut-être ma créativité, sans doute, j'imagine, ce qui m'a permis de faire des choses qui me ressemblent et qui soient reconnaissables aussi. Je pense que le fait aussi de ne pas venir du tout de la céramique et d'être complètement vierge finalement j'avais pas d'antériorité, enfin je connaissais rien en fait, donc j'avais pas de frein. Je me disais pas ça je peux pas le faire parce que ça a déjà été fait, ou ça techniquement c'est pas possible, ou en fait j'avais bon, je me suis un peu rattrapée depuis, du coup j'ai un petit bagage en céramique un petit peu plus important, mais c'est vrai qu'au début, vu que je partais de rien, je me suis tout permis en fait. Je voulais me former techniquement parce que je voulais pas me limiter, je voulais me dire, si j'ai une idée, si j'ai envie de faire un truc, je veux être capable de le faire. Et c'était la seule contrainte en fait que je m'imposais. Donc le fait de pas venir de là, ça m'a permis d'avoir une liberté d'un point de vue créatif, quoi. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi. Est-ce qu'il y a un objet qui symbolise ton changement de vie ? Un objet que j'ai créé, tu veux dire ? Peut-être, peut-être. Comme tu veux. Là, comme ça, tout de suite, je dirais que c'est une pièce de mes premières collections, qui est un vase de la collection que j'ai appelé Intervalle. Du coup, en fait, quand je pense une pièce, je pense à tout autour de l'objet, parce que du coup, c'est un peu comme dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a l'objet, mais pour moi, c'est vraiment inscrit dans un univers. J'essaye de faire des formes simples parce qu'elles sont chargées en fait de vraiment beaucoup de choses en termes d'inspiration, en termes de tout en fait, de moi. Donc voilà, donc c'est vraiment ce vase parce que l'intervalle, c'était aussi ce petit côté intervalle qu'il peut y avoir, les interludes dans la musique. Je sais pas, il y a un petit côté décalage, un petit pas de côté, un petit truc décalé, donc de ma vie et de ça. Le fait que ce soit aussi très une symbolique par rapport à mon apprentissage, parce qu'il y avait beaucoup de cylindres, donc j'avais vraiment envie qu'il y ait ce cylindre qui soit là et qui soit présent. Donc voilà. Et puis il y a aussi, parce qu'aujourd'hui je m'en rends compte, mais j'avais pas du tout le recul quand j'ai fait ces premières pièces il y a 6 ans maintenant. Il y a ce côté vraiment justement formel en fait dans la forme, décalé, et je me suis toujours sentie de toute façon décalée. Donc voilà, donc ça se matérialise dans la forme. Ce côté un peu contrôlé aussi dans la forme, parce que je pense que j'avais besoin aussi à ce moment-là de reprendre un peu le contrôle de ma vie. Et donc je trouve que dans ces pièces, en fait la symbolique est très forte de ce changement de vie, parce que quand je les regarde aujourd'hui, je me dis c'est tellement évident, elle représente en fait ce que j'étais à ce moment-là. Donc je dirais que c'est ça, c'est le vase Intervalle, mon objet. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile de changer de vie à 30 ans, comme tu l'as fait, ou à 50 ans ? Eh ben écoute, je pense que c'est plus facile à 30 ans. Parce que à 30 ans, je sais pas, il y a peut-être encore un peu d'insouciance et puis une énergie en te disant j'ai le temps en fait de voir venir les choses et tout. À 50 ans, tu te dis j'en sais rien, ma carrière est déjà bien avancée, je sais pas. J'ai eu en cours, c'est drôle parce que j'ai eu en cours un groupe en fait de femmes de 50 ans. Et il y en a une qui se présente, qui dit j'ai 50 ans, je viens de divorcer. Et là donc les deux autres femmes de 50 ans applaudissent. Merveilleux, quel courage, super. Et elle dit, et voilà, en fait, le fait d'avoir bousculé ma vie à 50 ans, je me dis, c'est mon moment, en fait. Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et je sentais, en fait, que c'était tellement un souffle de vie pour cette femme. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment un truc... je sais pas, on avait vraiment l'impression qu'elle faisait un truc de malade, quoi, tu vois. Et ça se ressentait, et c'était touchant, en fait, vraiment.
Et alors que moi, à 30 ans, j'ai pas eu l'impression d'avoir vécu ça. Moi, à 30 ans, je me suis dit, vas-y, tu vois, de toute façon, je suis toute seule, je bouge, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Alors que... Et ouais, je alors sais à pas. 40 ans? Ouais, bah à 40 ans, ça peut être le juste milieu, tu vois. Genre, t'as bien réfléchi, donc tu sais, t'as bien expérimenté, tu te connais mieux en plus, donc t'as moins de risques de te planter. Ça fait longtemps que tu bosses, donc t'as quand même acquis des compétences et tout, et c'est encore le moment, quoi. T'as encore plein de choses à faire, donc 40 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent Ouais. et qui rêvent de changer de vie? Ben écoute, je sais pas si je peux trop donner des conseils, parce que je pense que c'est, encore une fois, c'est vraiment un cheminement pour chacun. Je pense que déjà, pour les gens qui se posent la question, c'est qu'en fait, il y a quand même un grand pas qui est fait. Le plus important, en tout cas, c'est important de se poser cette question-là et de pas le faire parce que justement il y a un mouvement et parce que c'est aussi ok en fait de bien aimer son boulot et de rester dans son boulot et d'avoir des phases et parfois de se dire soit je m'ennuie, soit ça me saoule, mais c'est normal en fait, c'est la vie, hein, ce sera toujours le cas. Donc de réussir à distinguer ces moments de oh, je sais pas, j'en ai marre et voilà, et vraiment c'est pas fait pour moi, j'ai besoin de faire autre chose. Donc déjà se poser la question, je pense que c'est un bon début, si ça peut être un conseil, mais du coup si tu te poses cette question-là, c'est que tu as déjà amorcé un truc, et du coup je dirais, mon conseil c'est fais-toi confiance en fait. Écoute-toi, essaye, tâtonne, t'es pas obligé de faire un saut immense dans un truc nouveau, t'es pas obligé de passer d'un CDI dans la pub à devenir céramiste, t'es pas obligé de faire ça, tu peux faire des petits pas, tu peux changer, pourquoi pas déjà changer dans ta boîte, tu vois, justement pour essayer de faire autre chose, de le faire vraiment si tu sens que c'est un truc qui est profondément en toi et que t'as vraiment envie de le faire, parce que ce sera pas un chemin qui est simple, et mais que si t'as envie de le faire, d'y aller quoi. Se faire confiance et ne pas se culpabiliser. Ouais, exactement, exactement. Et puis aussi parce que tout est possible en fait. Je sais que ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais en fait c'est ok, même si se planter, ça fait peur, mais ça fait partie aussi des apprentissages. Au lieu de voir ça comme un échec et j'ai raté parce que je voulais faire ça et en fait ça n'a pas marché, ok, c'était peut-être une étape vers autre chose. Et donc voilà, se dire que ce serait peut-être pas facile, mais que si c'est un truc qui est là, il faut l'écouter en fait. Donc faut y aller. Merci à Alison Thirion pour sa confiance et la sincérité de cet échange. Toutes les références évoquées par Alison sont dans la présentation de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Comme une évidence. Cet épisode vous a plu et vous avez envie de soutenir le podcast. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et déposer vos commentaires accompagnés de 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence. Pour partager vos réflexions, vos réactions, poser des questions et même proposer des portraits, rendez-vous sur LinkedIn ou Instagram. Merci pour votre soutien.